Bon, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis là aujourd'hui parce que Eddy m'a appelé. Il paraît qu'il y a quelques voitures qui sont mal stationnées sur vos parkings, donc je vais devoir passer juste après. Vous le remercierez pour ça d'ailleurs. Mais bon, je vais vous laisser tranquille cette fois. Prenez son nom, c'est lui. Alors, moi, je suis Jean-Christophe Pagès. Je suis coach agile équipe et produit à CGI Québec. Alors, je suis français, vous l'entendez certainement à mon accent. J'ai rejoint le Québec, ça va faire presque 3 ans. Mais moi, ma petite particularité, c'est que j'ai servi pendant 10 ans dans la gendarmerie en France en tant que réserviste. Alors, un réserviste, c'est quoi? En fait, quand on est réserviste, on est engagé sur le terrain plusieurs fois par mois, jour et nuit, semaine et week-end, en plus de mon travail dans le civil. Alors, j'avais des missions assez variées. Je faisais principalement ce qu'on appelle de la surveillance générale. Surveillance générale, en fait, ça consiste à patrouiller et intervenir en fait quand on est appelé. On est les primos intervenants. De la lutte antiterrorisme, alors dans le train, ça peut être, directement des patrouilles à Paris, des choses comme ça. De la surveillance ferroviaire, de la lutte anticriminelle, de la police route évidemment, de la lutte anti-cambriolage, ça arrive surtout pendant les fêtes de fin d'année. Des encadrements d'événements sportifs et tout un tas de choses, donc c'est des missions quand même assez variées. Alors, il faut savoir que sur le terrain, rien ne nous distingue les réservistes, des gendarmes d'active, on a le même uniforme, on a les mêmes armes. Il y a absolument rien qui nous distingue. On a reçu une formation pour ça. On peut être gendarme aussi, on va dire à temps partiel. Bref, pour moi, cette expérience a été très, très enrichissante et ça m'a enseigné pas mal de choses précieuses dans ma carrière d'agiliste. Et en fait, aujourd'hui, je voulais vous en faire profiter. Je voulais vous raconter quelques situations que j'ai vécues, moi, en tant que gendarme. Et puis, bah, quelles leçons on peut en tirer en agile et quelles leçons on peut en tirer dans nos missions. Parce que vous avez peut-être vu, bah, voilà, le titre de ma keynote, Gendarme, un métier qui pousse l'agile à l'extrême. Vous avez peut-être dû vous dire gendarmerie, agilité, il n'y a pas un truc qui cloche là? Parce que c'est sûr que la gendarmerie, quand on y pense, c'est pas forcément la première institution à laquelle on pense quand on parle d'agilité. Mais bon, vous allez voir. Et ben ça commence. Ça commence maintenant. Alors, l'auto-organisation et le leadership, c'est peut-être les premières valeurs auxquelles je voudrais parler. La première chose à laquelle on pense, comme je vous ai dit, quand on pense à la gendarmerie, c'est tout de suite une culture militaire hyper rigide, on pense pas du tout à l'agilité. Mais en fait, c'est vrai et faux. Parce qu'en fait, il faut savoir que la gendarmerie laisse une grande place à l'intelligence du terrain. Parce qu'il y a quelque chose qui dit qu'un gendarme intervient en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, même dans des circonstances extrêmes. Donc là, vous faites un lien dans votre tête avec le monde complexe, le monde incertain, etc., qu'on nous rabâche en agilité. Alors forcément, face à n'importe quelle situation, nous, les gendarmes du terrain, on est forcément les mieux placés pour prendre une décision immédiate et juste face à n'importe quelle situation. Et de toute façon, on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre qu'il y ait des ordres qui tombent d'en haut, parce que sinon, je pense qu'on aurait laissé notre peau plusieurs fois. Donc, c'est vraiment, vraiment nécessaire. Et c'est ce qu'on appelle en gendarmerie le principe de subsidiarité. La subsidiarité, en fait, c'est quand l'autorité d'au-dessus va accomplir une action que quand l'échelon inférieur ne peut pas l'accomplir. Donc, quand nous, on n'est plus capable sur le terrain, c'est au-dessus que ça va se passer. Donc, c'est pour ça que le pouvoir de décision est vraiment décentralisé au maximum. Et puis ça va dépendre forcément de vos prérogatives. Alors, en fonction de, je sais pas, si vous êtes, officier de police judiciaire, agent de police judiciaire, agent de police judiciaire adjoint, vous avez des prérogatives et on vous laisse un grand pouvoir de délégation en fonction de vos prérogatives. Et puis au final, bah, la recette de l'auto-organisation, vous l'avez, quoi. Vous avez un objectif, l'objectif qui dépend de la mission. Alors ça peut être faire cesser une infraction, faire de la prévention, et cetera. On a un cadre, le cadre légal, le cadre disciplinaire, par exemple, le cadre éthique, le cadre professionnel, et on a des prérogatives, donc des responsabilités. Et puis finalement, avec une bonne dose de leadership collectif, rien ne peut nous arrêter. Alors ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est faites confiance à vos équipes, faites confiance à vos collaborateurs et responsabilisez-les. Il faut absolument lâcher le micromanagement, excluez le contrôle, décentralisez la prise de décision et surtout faites comme la hiérarchie en gendarmerie, n'intervenez que quand votre équipe vous le demande ou vraiment quand elle est bloquée et que le problème dépasse ses capacités.
Et moi, comme je dis souvent, c'est ceux qui font qui savent. C'est vraiment ceux qui sont les plus proches du client, qui sont les mieux placés pour prendre les meilleures décisions. Donc je récapitule, pour que ça fonctionne, il faut un objectif pour aligner. Ça peut être une vision, un objectif d'entreprise, un objectif de sprint, un objectif de produit, ce que vous voulez. Il faut un cadre qui définit les règles du jeu. Souvent, vous avez un cadre agile qui va vous offrir des règles, que ce soit Scrum, Kanban, Safe ou quoi. Mais aussi, ça peut être l'organisation et le management qui offrent des règles. Et puis en 3, je dirais la confiance. La confiance nécessaire avec le droit à l'erreur derrière. Donc ça, c'était pour l'auto-organisation et le leadership. L'adaptation et l'ouverture. Alors, je vais prendre un petit exemple de situation, en patrouille, surveillance générale classique, on est souvent appelé par le COG. Alors le COG, c'est diminutif de CORG, ça veut dire le centre d'opération et de renseignement de la gendarmerie. En fait, c'est eux qui nous appellent quand il faut partir en intervention. En fait, le COG, c'est le centre sur lequel vous tombez quand vous appelez le 17. Évidemment, quand vous êtes en zone gendarmerie, en zone police, c'est encore autre chose. En tout cas, en zone gendarmerie, vous appelez le 17, vous tombez sur le COG. Donc nous, quand notre patrouille, elle est appelée, on entend, Mency Mobile, le COG. Alors évidemment, si je suis à Mency, hein. Et puis évidemment, là, tu réponds si déjà tu es pas en intervention, Mency Mobile sur écoute. Donc là, tu as le COG qui t'annonce un truc, je sais pas, ouais, Mency Mobile, on nous signale une rixe, d'une centaine de jeunes au Coudray, faudrait s'y rendre. Nous, bah, OK, c'est reçu, on s'y transporte, tu nous engages sur le 101. 101, c'est le véhicule. Le gyro, le 2 tons, c'est parti, on est lancé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre patrouille, on est normalement seul sur la circonscription à tourner. Et en fait, on nous appelle les primo-intervenants. Ça veut dire qu'on est les premiers à intervenir et à arriver sur les lieux. Et en fait, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tu sais jamais sur quelle situation tu vas tomber, ce que tu vas trouver sur place. Donc même si c'est une situation extrême, même si tu es pas équipé en conséquence, même si on n'est pas assez nombreux, on le sait pas. Ben, on part quand même sur les lieux. Et finalement, je serais tenté de dire que chaque situation est unique. On peut tomber sur un vol à main armée, on peut tomber sur des violences familiales, on peut tomber sur un cambriolage. C'est vachement dangereux un cambriolage d'ailleurs. On s'en doute pas, mais bon. On peut tomber sur une prise d'otage, un acte de terrorisme. Ça, je pense que c'est encore plus dangereux. Des violences urbaines, bref, tout un tas de choses, tout un tas de situations que je n'envie à personne. Mais il faut savoir que tout peut basculer dans le chaos à chaque instant et finalement, on n'a aucun plan qui nous permet d'être vraiment préparé à ce type de situation. Alors au début, quand on débute, quand on est jeune gendarme, c'est compliqué. On a quand même une certaine crainte par rapport à notre capacité. Qu'est-ce qu'on a appris en école? Comment on va le restituer sur le terrain? Puis ce dont on nous parle, c'est pas forcément ce qu'on vit au quotidien. On est face à du danger potentiel. On a aussi des craintes par rapport à la façon dont on va intervenir, hein. Et je serais tenté de dire qu'on craint finalement de plus en plus l'incertitude au début. C'est vraiment quelque chose qui prend aux tripes. On a vraiment l'impression que le monde est foncièrement mauvais et moi je vous le dis, quand on est gendarme, on a vraiment l'impression que le monde est foncièrement mauvais parce qu'on nous appelle rarement pour nous féliciter, hein. On nous appelle souvent pour intervenir sur des missions, des choses qui vont pas bien. Donc on se dit: «Oh, le monde tourne à l'envers là, c'est fou». Donc, dès les premières missions, il y a pas mal de jeunes réservistes qui abandonnent, ou même pas mal de jeunes gendarmes d'actifs qui abandonnent. Et finalement, avec l'expérience, c'est là où tu apprends à vivre avec, c'est là où tu apprends à développer ton ouverture et finalement une certaine forme d'attente de la nouveauté. C'est vraiment quelque chose qui se travaille et qui s'acquiert avec le temps et l'expérience. Et finalement, je serais tenté de faire un parallèle avec nos organisations. C'est pareil dans nos organisations. Faut survivre dans un environnement complexe et incertain, ça on sait, on le rabâche tout le temps. Et finalement, les grands plans stratégiques sur plusieurs années, ça marche plus. Moi, j'aime bien dire: «Aucun plan ne survit au contact de l'ennemi». Je sais plus, où j'ai trouvé cette phrase-là, je sais plus qui l'a dit, bref. Donc ce qui est important, c'est de se créer une vision solide, une vision inspirante à tous les niveaux de l'entreprise, d'écouter le marché, d'écouter les problématiques des utilisateurs, de créer un maximum de transparence surtout et de rester ouvert au changement. Et pour ça, bah, faut adapter nos plans en conséquence, hein. Mais bon, enfin, on le sait qu'on est tous agilistes, ça prend du temps pour faire évoluer une culture, d'organisation. Donc faut s'accrocher, faut rien lâcher, faut accompagner ceux qui ont des difficultés et le mot d'ordre, c'est: on laisse personne derrière. L'important, c'est vraiment de jamais baisser les bras et de garder le cap en s'adaptant constamment.
Donc voilà, ça c'était pour l'adaptation et l'ouverture. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Tiens, autour de l'écoute et de l'empathie. Hem, Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Le gendarme, c'est bien souvent le dernier espoir de pas mal de situations. En fait, faut vraiment faire face à toutes sortes de situations assez difficiles, des situations violentes, des situations, des menaces de mort, que ce soit envers nous, que ce soit envers, des civils, des abandons, des menaces de suicide, de la misère sociale et j'en passe, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et en fait, je vais vous dire, l'arme la plus puissante qu'on ait, c'est pas celle qui est à notre ceinture, c'est l'écoute et l'empathie. Ça, c'est des armes hyper, hyper, hyper puissantes pour vraiment désamorcer des situations. Et en fait, il faut vraiment apprendre à écouter la personne en face, faut vraiment apprendre à comprendre son besoin. Une fois, je vous raconte une situation, on avait été appelé par le COG. Il y a le requérant, en fait, qui se plaignait que son voisin faisait du tapage et que ça résonnait dans les autres appartements autour. Donc on part en intervention, on arrive sur les lieux, on arrive à la porte de l'appartement en question, on tape et là, il y a un pauvre gars qui nous accueille avec, devinez quoi? 2 katanas à la main. Bon, déjà, c'est pas super rassurant, donc hop, la main sur le pétard, on se protège, moment de recul et tout. Et là, il nous dit: «Je veux que ma femme et ma fille reviennent ou je me crève». Waouh! La situation de ouf. Bon, ça, on en a tout le temps des situations comme ça. Donc là, on essaie de le raisonner. On lui propose d'entrer, ce qu'on fait, on y va tranquillement, prudemment, on le garde un petit peu à vue quand même, parce que le gars avec 2 katanas, on fait pas trop les malins. Il y en a quand même un d'entre nous qui sort, qui appelle les pompiers pour une prise en charge médicale, psychiatrique ou quoi, donc on appelle toujours les pompiers quand il y a ce type de choses, c'est vraiment important et nous, on commence à poser des questions au gars, on essaie de comprendre un peu sa situation et en fait, on comprend assez rapidement, que sa femme et sa fille ne reviendront pas. Le gars, il a eu une injonction d'éloignement pour violence. Bon, bref, mais tu as quand même envie de l'aider parce que tu as pas envie qu'il fasse un geste malheureux, donc l'idée, c'est vraiment de montrer beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, montrer qu'on peut être utile pour lui et souvent, en fait, rien que le fait de lui laisser de l'espace, qu'il se sente écouté, hem, en fait, ça va vraiment aider à désamorcer des situations. Donc on essaie vraiment de se rendre utile, on lui donne des contacts à appeler, on lui donne de l'aide et ça suffit bien souvent pour désescalader. Alors qu'est-ce que je trouverais comme parallèle avec nos organisations? Je prendrais les transformations d'entreprise. Dans une transformation d'entreprise, en fait, c'est pareil, vous allez voir des collaborateurs qui vont adopter des comportements de résistance, des comportements de colère, de peur, voire parfois de dépression. Alors, il y en a tout de suite qui ont en tête la courbe du changement. Oui, OK, la courbe du changement. En fait, le premier réflexe, c'est de se dire: «Il a peut-être plus sa place dans cette transformation» ou alors: «S'il change pas, on le laisse au placard». Mais en fait, c'est crucial de ne pas laisser ces gens-là de côté. Parfois, en fait, il suffit vraiment de leur laisser un peu d'espace pour qu'ils puissent s'exprimer. Alors ça peut être en public, ça peut être en privé, peu importe et vraiment d'aller chercher leurs besoins à adresser. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir une oreille empathique, de leur demander comment on peut se rendre utile pour eux. C'est extrêmement puissant et d'ailleurs, c'est ce qu'on conseille aux gestionnaires, aux managers de faire et puis encore mieux, si vous pouvez, faites participer les équipes à la transfo. Créez des espaces de travail et d'échanges collaboratifs pour qu'eux puissent être, aussi, impliqués dans la transformation d'entreprise. La responsabilité et je dirais même la vraie responsabilité. Parce qu'il y a responsabilité et vraie responsabilité quand vous êtes gendarme et que vous avez, la vie des personnes entre vos mains. Hem, En fait, chaque gendarme porte une arme à feu sur lui, vous le savez, c'est pas nouveau. On a tous une arme à feu au ceinturon, on a d'autres armes aussi, pour escalader. On ne passe pas tout de suite, au pétard quand même, bien heureusement. Notre arme, elle est chargée. Elle est prête à servir vraiment immédiatement, elle est chargée et tout. Moi, j'ai déjà eu à la sortir quelques fois dans des situations qui nécessitaient, mais bon, heureusement, j'ai jamais eu à tirer autre part que sur un stand de tir, heureusement. Mais entre porter une arme et s'en servir, il y a vraiment un fossé que peu de personnes voudraient franchir, même un gendarme. OK? Entre porter une arme et s'en servir, il y a vraiment un gap, c'est vraiment psychologique, hein. Parce que tu as beau être entraîné, tu connais ton cadre d'utilisation de l'arme, mais en fait jamais assez. Parce que sur le terrain, quand tu es dans une situation extrême, je peux dire que les neurones, ils fonctionnent plus très bien. Situation extrême, tu as l'effet tunnel qui arrive, les neurones qui se déconnectent, tu sais pas comment tu vas réagir.
Sauf que toi, en tant que gendarme, tu as le pouvoir de faire basculer la vie de quelqu'un en une fraction de seconde, y compris la tienne, hein. Parce que si tu fais une erreur, tu sais qu'au pire, tu sors les 2 pieds devant et au mieux, bah, ta vie, elle est foutue, hein. Parce que la justice, elle va pas te louper, hein, en tant que gendarme. C'est pas parce que tu fais respecter la loi que tu es épargné par la justice et surtout quand tu es gendarme, parce que tu es un professionnel, tu es censé savoir te servir de ton arme. Donc si il y a un dérapage, quelque chose qui va pas, ou tu tires un tir malencontreux ou quoi que ce soit, même que le gars soit même pas une victime qui pointe une arme sur toi. Si tu es même pas dans le cadre de la légitime défense et ça c'est dur à prouver, bah, tu ramasses quoi. Tu vas ramasser une sanction pénale, avec une lourde peine d'emprisonnement évidemment. Tu te ramasses aussi une sanction civile qui peut te coûter, ce que tu gagneras même pas en une vie quoi. Parce qu'évidemment la famille va porter plainte et cetera, donc ils vont réclamer, des dommages et intérêts. Ça peut être aussi une sanction disciplinaire en te faisant radier, de la gendarmerie, mais bon, je dirais que ça c'est un moindre mal, hein, tu finis ta vie en prison, tu as des millions à payer, la limite être radié, de la gendarmerie, c'est pas très, très grave. Donc faut apprendre à faire preuve vraiment de beaucoup de discernement et de sang-froid et surtout, bah, en fait, dans tes choix quotidiens, tu relativises quand même grandement, que ce soit au travail, à la maison, parce que bon, bah, les enjeux sont pas pareils, hein. Hem, donc si on pense à nos organisations, hem, c'est important de ne pas surprotéger les équipes, de les laisser se responsabiliser, de les laisser apprendre par eux-mêmes, trouver leurs propres solutions aux problématiques et pour ça, c'est important de leur offrir un terrain propice pour pouvoir créer, pour pouvoir innover, pardon. J'en perds mes mots, vous voyez? C'est des situations qui me prennent un peu aux tripes quand même, qui reviennent, qui réémergent dans ma tête. Hem, Par exemple, encourager, l'innovation, valoriser des idées, proposer par exemple des hackathons, un concours d'innovation interne aussi, ça marche très bien et c'est ça finalement qui va créer de l'engagement dans vos équipes. C'est ça qui va créer de la résilience dans vos organisations et qui va lui permettre vraiment de mieux s'adapter au changement. Parce que ouais, c'est vraiment tentant d'apporter des réponses toutes faites aux équipes, mais c'est sûr que ça les aide pas du tout à grandir. C'est comme un enfant, hein, faut le laisser tomber, faut le laisser faire des erreurs pour apprendre. Et puis au pire, moi ce que je dis souvent, hein, je dis qu'au pire, les erreurs, elles auront pas autant de conséquences que de tuer ou de blesser quelqu'un, hein. On n'est pas gendarme, on n'est pas chirurgien. Donc, franchement, le risque est vraiment réduit. Surtout, en plus, on est dans des approches agiles. On a toujours le côté itératif, incrémental qui nous protège. Donc, comment dire? On limite vraiment le risque. Au pire, à une itération, ça va pas plus loin que ça, hein. OK, le respect et l'humilité. Alors, quand tu es gendarme, bah, forcément, tu as un bel uniforme, hein. Je suis content, j'ai un bel uniforme. Sauf que mon uniforme et ma fonction représentent l'autorité et l'État. Alors je peux vous dire, représenter l'État, c'est pas de tout repos, hein, par rapport aux gens. Je compte même plus le nombre de personnes qui nous ont pris verbalement pour cible, peu importe le milieu, hein, que ce soit, les bourgeois, que ce soit les délinquants de la cité, les bref, c'est pas toujours ceux auxquels on pense d'ailleurs et il faut être bien, bien accroché, hein. Quand il y a des gens qui vous disent à longueur de journée: «Vous avez rien d'autre à foutre, je vous paye avec mes impôts», ça, c'est les plus soft, hein. Je vais pas rentrer dans les noms d'oiseaux qu'on se prend dans les cités de Grigny ou autres, bourgades françaises, peu recommandables. Donc on met de côté l'ego, on garde la tête froide et puis on apprend rapidement à faire la part des choses. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, les personnes en ont plus après l'uniforme, après la fonction, qu'après toi en tant qu'être humain. Et ça, c'est dur au début de faire la part des choses. De se dire: «En fait, non, c'est l'uniforme, c'est l'État, je représente quelque chose» et bon, voilà. Et puis, bah, la posture la plus difficile, c'est de rester respectueux et humble, hein, en retour. Et je vais vous donner une anecdote là-dessus. Vous remarquerez que les gendarmes vous voient beaucoup plus les gens, voire les jeunes, que la police, qui a plutôt tendance à les tutoyer. Et ça fait une énorme différence dans les interventions. Nos interventions en gendarmerie se passent avec beaucoup plus de calme et se passent avec beaucoup plus de respect. Et souvent, grâce à ça, bah, je sais pas, dans votre entourage ou peut-être vous-même, le gendarme est traité quand même avec beaucoup plus de respect qu'un policier. On dit: «Ah, la gendarmerie, c'est vrai, c'est des militaires, ça se passe toujours bien, c'est toujours carré» et cetera. Alors qu'avec la police, on sait pas trop, comment ça va se finir, bref, je veux pas trop aller sur ce terrain, gendarmerie versus police, on s'en fout. On est là pour faire respecter l'ordre et puis voilà.
Et puis bon, quand même, on est en 2023, tout le monde a un smartphone dans les mains. Et puis je peux vous dire que les gens, quand vous êtes en intervention, n'hésitent pas à vous filmer. Et puis ça peut finir sur YouTube. Et j'ai d'ailleurs une autre anecdote là-dessus qu'on nous avait appris au stand de tir. Avant, quand on faisait une injonction, on disait reculer. Et sauf que ce mot-là peut être confondu avec un autre mot grossier, reculer, enfin vous imaginez l'autre mot que ça peut être. Euh, et c'est en fait déjà arrivé. Et ça s'est retourné contre les gendarmes, puisque bah, les personnes ont pensé qu'il y a eu une insulte qui a été proférée envers d'autres personnes. Donc maintenant, on utilise arrière au lieu de dire reculer. Vous voyez, ça change aussi pas mal dans le choix des mots. Mais bref, là où je veux en venir, c'est qu'en restant respectueux, en restant exemplaire, il ne peut rien nous être reproché, et surtout vous évitez l'escalade. Qu'est-ce que je pourrais faire comme parallèle avec nos organisations? En fait, dans le quotidien, vous êtes des leaders. On est des leaders d'influence, d'accord? Et en fait, en étant exemplaire, en étant transparent, en étant congruent, c'est comme ça que vous allez créer de la confiance et que les gens vont vous suivre. Faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. Surtout, n'hésitez pas à montrer de la vulnérabilité. Si vous avez envie d'en créer dans vos équipes, faut pas hésiter à dire: «Je sais pas» ou «J'ai fait une erreur». Puis, bah, moi, ce que je fais souvent, c'est que je me confie aux équipes. Je parle de mes échecs. OK. Ça peut aussi ouvrir des portes à des discussions pour que, bah, pour ouvrir vraiment la vulnérabilité. Moi, un truc que je fais aussi des fois dans les équipes, c'est fêter les succès et fêter les échecs. De les valoriser, d'en tirer des leçons en collectif. C'est ça, en fait, qui va créer un climat de confiance, un climat de sécurité psychologique, en fait, dans lequel les équipes peuvent tester, peuvent échouer, peuvent être transparentes, elles peuvent parler de leurs erreurs et c'est ça qui va libérer la performance derrière. C'est très difficile à faire, mais c'est extrêmement puissant. Alors, l'engagement et le dépassement de soi. Alors, faut savoir quand on est gendarme et surtout réserviste, puisque réserviste, on a un peu le contrat temporaire, du gendarme, absolument rien n'est acquis, mais vraiment rien du tout. On est scruté en permanence, on est évalué en permanence, que ce soit en intervention, que ce soit sur le terrain, que ce soit sur le maniement de l'arme, que ce soit sur la connaissance du droit, sur les épreuves physiques et puis je serais même tenté de dire et même à la visite médicale, on te fait aucun cadeau. Faut toujours sans cesse repousser ses limites, faut rester dans le game. Moi je me rappelle un jour, je me préparais pour partir en patrouille. J'étais encore, un jeune réserviste. Je crois que j'avais encore une moquette ici. J'avais pas encore le petit galon, fièrement acquis. J'étais au tube à sable. Alors le tube à sable, c'est un tube en métal, il y a du sable dedans. C'est là où vous préparez votre arme, où vous préparez votre arme, vous l'assemblez, vous la chargez, et cetera, avant de la mettre au ceinturon. Ça évite qu'il y ait un coup malencontreux qui finisse dans un mur ou dans la tête d'un autre gendarme. Ça serait dommage, quoi qu'il y en a qui seraient heureux. Mais bon, donc j'étais au tube à sable, je me prépare, moi, pour partir en patrouille. Et là, pas de bol. Il y a un colonel qui faisait une inspection de la brigade, ce jour-là. Il me voit, il s'approche, le gars, il arrive, il se fout à côté de moi et il me regarde. Je fais: «Oh fuck». J'avais une goutte de sueur, j'ai jamais eu autant les mains moites de toute ma vie et je peux vous dire que manipuler une arme en métal avec les mains moites, c'est juste horrible. Donc le gars, il me regarde, OK, tac, 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 donc gros stress. Je crois que j'ai dû mettre 3 fois plus de temps à faire mes manips, mais bon, il s'en va et comme si ça suffisait pas, juste après, il y a un adjudant-chef de la brigade. Je pense que le gars, il a dû avoir un coup de pression en voyant le colonel. Il arrive, et là, le gars, il commence à me faire réciter le cadre légal d'usage des armes. Oh! Alors, la légitime défense, le machin, le truc, l'article 122.5, l'article 122.2 et machin. Et tout ça, franchement, ça t'apprend vraiment à jamais te reposer sur tes acquis. Ça t'apprend la persévérance, t'apprend à repousser tes limites, à te dépasser constamment, en fait. Et vraiment, toujours faire du mieux possible dans ce que tu entreprends. Bref, ça apprend l'engagement, en fait. Et dans une organisation, en fait, pour travailler l'engagement des équipiers, c'est important de travailler sur leur motivation intrinsèque, sur ce qui leur donne envie de se lever chaque matin pour venir travailler, de leur apporter du sens à leur travail. Donc laissez-leur fixer leurs objectifs,
laissez-leur l'autonomie suffisante, laissez-leur les moyens d'apprendre, laissez-leur les moyens de se dépasser. Offrez-leur le soutien dont ils peuvent avoir besoin. Moi, une bonne pratique que j'utilise, c'est les moving motivators. Ça marche super bien pour celles et ceux qui malheureusement peut-être connaissent pas les moving motivators. C'est une pratique du management 3.0. Essayez-la, ça marche vraiment très très bien. Et de toute façon, je pense pas que vous ayez un colonel qui soit assis à côté de vous quand vous ferez vos interventions. Ok, la confiance et le courage. Alors, vous savez, sur une intervention assez musclée, ça peut vite dégénérer. On sait qu'un suspect, ça peut être armé, ça peut être dangereux. Sur une intervention musclée, si vous entendez code rouge, là, ça devient chaud. Là, tu sais que tu as pas affaire à des bisounours. Donc là, la vie de tes collègues, elle est entre tes mains. Ta vie, elle est entre leurs mains. Je pense qu'ils comptent sur toi et toi, tu comptes sur eux et tu es prêt à aller sous le feu pour eux. Faut savoir qu'en gendarmerie, le courage est collectif et ça ça t'apprend en fait que même au travail, on est tous engagés dans le même bateau et j'aime bien dire moi, on réussit ensemble ou on échoue ensemble et chacun est responsable de l'échec ou de la réussite de la mission. C'est vraiment impossible de tirer au flanc, de se défiler. La confiance mutuelle, c'est vraiment essentiel dans une équipe et surtout dans une patrouille de gendarmerie. On ne peut pas se permettre de prendre des risques, on ne peut pas se permettre de douter d'un coéquipier et encore moins d'un réserviste. Parce qu'au moindre doute, c'est dehors. Puis bah, je vous raconte même pas le nombre de jeunes réservistes, des étudiants qui voulaient faire ça, qui savaient même pas, ils ont vu de la lumière, ils sont entrés, ils venaient faire les touristes en gendarmerie. Ils ont très, très vite déchanté. Je pense que ça finit assez rapidement pour eux et en fait, dans nos organisations ou dans nos équipes, bah, c'est la même chose, en fait. La défiance mène à l'échec. En fait, pour supporter l'initiative, le courage, c'est vraiment important de créer un cadre de confiance, un cadre de transparence, un cadre de soutien et pour que ça pour vraiment que chacun se sente pleinement en confiance, pleinement engagé, hem, moi, j'ai un conseil, enfin, je l'utilise souvent et je suis désolé si je me raccroche, à un cadre agile, que vous l'aimiez ou non, Scrum. J'aime beaucoup les 5 valeurs de Scrum: focus, ouverture, respect, courage, engagement. Moi, ce que je propose très souvent à mes équipes, c'est qu'ils s'auto-évaluent sur ces 5 valeurs. Déjà, je leur apprends ce que c'est que ces 5 valeurs, je fais un teaching moment avec eux. Je leur demande: «À votre avis, ça ressemble à quoi une équipe dans laquelle on ne retrouve pas ces 5 valeurs de Scrum?» Bah, souvent, c'est des équipes, en zombie Scrum, des équipes qui s'engagent pas, bref, des équipes qui collaborent pas et cetera. Donc je les fais discuter un petit peu de tout ça et puis après je les fais s'évaluer. Une note de 0 à 5, bref sur chacune des valeurs pour qu'on trouve des pistes d'amélioration pour progresser sur ces valeurs et finalement, il y a que quand elles seront bien comprises, qu'elles seront bien incarnées par les équipes, par les parties prenantes, par la gestion, bah, finalement que la confiance va pouvoir émerger réellement. La force d'une équipe. Alors ouais, les meilleures patrouilles, moi, sur lesquelles je suis tombé, c'est souvent des patrouilles où les gendarmes avaient des profils très différents et très complémentaires. Je vous donne des exemples. C'est bien, c'est vraiment très bien d'avoir un personnel féminin qui va aider à faciliter le dialogue avec la douceur et tout. Ça va surtout nous aider quand il va falloir prendre à tâche avec, j'en sais rien, bah, par exemple une victime, mineure, une victime, un enfant, une victime, par exemple une femme qui s'est fait, j'en sais rien, violenter ou quoi, peu importe. Il vaut mieux avoir un personnel féminin dans l'équipe, ça facilite vraiment le dialogue. C'est plutôt utile aussi d'avoir un diplomate un peu posé et calme qui est capable de désamorcer des situations. Ça, c'était un peu moi, c'était un peu mon profil, dans la patrouille. C'est aussi efficace d'avoir des têtes brûlées, hein, qui ont pas peur de rentrer dans le tas quand il faut, parce que des fois, il faut rentrer dedans, hein, les plaquages au sol et tout et puis bon, c'est ce qu'on peut pas tout ne se résout pas forcément qu'avec des mots, avec des gens qui ne sont plus, raisonnables, dans leur tête et moi, les pires patrouilles que j'ai connues, c'est celles où, bah, en fait, on retrouvait le même type de profil entre les gendarmes, où il y a aucune complémentarité. Parce que, bah, parfois, ça partait tout de suite en live, hein, parce que
Si vous tombez qu'avec une patrouille de gendarmes qui ont le sang chaud, moi j'ai connu ça, boum, ça rentre dedans direct. Aucun recul sur la situation. Ou alors, bah, des fois, il fallait rentrer dedans, hein. Une rixe de jeunes, on débarque pas en mode: «Wouh, ça va et tout, on va discuter un peu». Je pense que le gars, il se fait un peu asthmater avant. Donc c'est pas mal aussi d'avoir des gendarmes qui ont pas froid aux yeux. Donc pour moi, la complémentarité d'une équipe, ça aide à venir à bout de pas mal de situations. Et puis, chacun a ses forces, hein, et peu importe ses faiblesses, ça on s'en fout. Chacun a ses forces et ça, la gendarmerie, elle l'a bien compris. Pour gagner en performance, je pense que la gendarmerie prend de plus en plus en compte les forces et les motivations des gendarmes dans l'attribution des missions. Et puis, le fait que nos objectifs de mission soient collectifs, ça aide pas mal à garder l'esprit d'équipe, enfin ce qu'on appelle l'esprit de corps. Et finalement, c'est la même chose dans les organisations. Faites en sorte de mixer les différents profils d'équipiers, parce que les équipes de clones, ça marche pas très bien, ils sont pas hyper performants, ils sont peu complémentaires. Et moi, ce que j'aime faire aussi, si vous avez la possibilité de le faire, c'est laisser s'auto-constituer les équipes dans la mesure du possible. Donc en fonction des besoins de la mission, en fonction des profils recherchés, en fonction des affinités de chacun, vous laissez les équipiers s'auto-constituer, créer leur propre équipe. Vous les aidez à travailler leurs forces, à les renforcer, à développer davantage. Perdez pas trop de temps à chercher les faiblesses. De toute façon, elles vont être compensées par le reste de l'équipe. Enfin, évidemment, si c'est pas des clones, hein. Et puis, surtout pour éviter, tout ce qui est rivalité, comportement individualiste, fixer des objectifs collectifs avec des récompenses collectives. On est encore trop souvent dans des organisations où les récompenses sont individuelles. Les primes, c'est individuel, tout est individuel, donc il faut essayer au maximum de collectiviser, je suis perdu, vous voyez, ça fait 3 ans que je vis plus en France, je parle comme un Québécois maintenant, je sais plus parler. Désolé, il y a pas des Québécois sur la ligne? Je vais me faire défoncer. Parce que bon, c'est vrai que les objectifs et les récompenses individuelles, ça pousse malheureusement les collaborateurs à adopter quoi? Des comportements individuels au détriment des objectifs d'une organisation. Voilà ce qui arrive. La discipline et l'excellence technique. Ah, ça, c'est une vraie photo pour une fois. Ça, c'était nous en train de nous préparer à une cérémonie. Ouais, je l'ai pas mis dans les attributions. C'est pas le genre de truc dont on se vante trop. Préfère dire ouais, j'ai fait de la lutte antiterroriste et tout, plutôt que de dire ah, je me suis préparé pour une cérémonie avec de la fleur au fusil pendant 2 heures, faire le planton debout. Ça vend un peu moins du rêve. Bon. Le gendarme, c'est avant tout un militaire. Et vous le savez, la discipline, c'est un élément crucial. C'est le propre, je pense, du militaire. Mais d'abord et avant tout, c'est la discipline qu'on va s'imposer nous-mêmes lors d'une intervention. On ne peut pas débarquer sur une interpellation à l'arrache. On ne peut pas débarquer sur un contrôle d'identité sans précaution. On ne peut pas débarquer sur une intervention, sur un vol à main armée sans préparation. Par exemple, je sais pas, sur un contrôle d'identité, on pense, hop, on s'approche, monsieur, contrôle des papiers, machin. Sauf qu'il y a un environnement autour. On ne sait pas si de l'autre côté, il a pas des potes qui l'attendent, qui vont nous tomber dessus. Donc, il y a quand même une certaine tactique de positionnement, de surveillance des lieux. Il y a un contrôleur, il y en a un qui est autour, qui surveille un petit peu l'état des lieux. Il y en a un qui est sur le côté, qui est prêt à intervenir sur le gars. Là, j'ai l'impression de sortir du cadre. Là, je commence à m'exciter là tout seul. Je vais finir par me faire une auto clé de bras et me mettre au sol. Donc, arrêtez-moi si vous pouvez. Euh, donc, on ne peut pas débarquer et faire n'importe quoi. Le danger peut venir de n'importe où. Et pendant nos formations, on nous a montré des vidéos d'interpellation policière réelles. Bon, ça venait de caméras de vidéosurveillance ou des vidéos filmées sur portable, on s'en fout. Et en fait, on voyait des interventions très banales qui viraient au drame, juste parce qu'une fouille a mal été faite. Et là, ça finit qu'un gendarme poignardé dans la voiture ou peu importe, ou même un contrôle d'identité en pleine rue qui vire en fusillade parce que les collègues n'ont pas été attentifs à ce qui se passait autour, à l'environnement. En fait, il faut savoir que chaque situation, même les plus minimes, peuvent dégénérer. Et nous, en fait, on prend aucun risque inutile. Il faut être vraiment pleinement présent, il faut être pleinement focus, faut être pleinement attentif et il faut être vraiment discipliné dans l'action. Alors évidemment, on s'entraîne, on se tient à jour de toutes les techniques d'intervention, d'interpellation, des textes de loi, on s'entraîne encore, on se prépare, on drill. Et moi, je serais tenté de vous dire que la dette technique en gendarmerie, ça n'existe pas. On ne peut pas se le permettre.
Parce que le moindre écart de qualité, ça peut te coûter ta peau. Et je serais tenté de faire le même parallèle en agile, c'est que l'absence d'excellence technique, ça peut coûter la peau de votre produit. Et c'est vraiment important de miser sur la qualité. Il faut vraiment former les joueurs pour qu'ils restent à la pointe. Encourager aussi, par exemple, la création de communautés de pratique. Soutenez-les pour développer l'expertise. Moi, je vous recommande aussi de travailler des normes et standards de qualité au niveau d'entreprise, au niveau de l'organisation, avec les architectes. Ça viendra évidemment alimenter les definition of done des équipes, et cetera, et cetera. Mais c'est important d'avoir quelque chose d'un petit peu standardisé en amont, comme nous, les gendarmes, où on a des techniques d'intervention qui sont standardisées. Et surtout, assurez-vous que vos équipes les respectent et qu'elles les fassent évoluer. Et comme ça, c'est de cette façon que vous allez rester à la pointe et c'est un excellent investissement sur le moyen et long terme. Quand on commence, on termine. Oh, la belle phrase Kanban. Quand on commence, on termine. Alors, l'un des rôles clés du gendarme, c'est de constater des infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, ni plus ni moins. Bon, ça va un peu plus loin que ça quand même. Tout ça, ça va servir à quoi? Ça va servir à instruire une procédure, ça va servir à la transmettre au procureur de la République qui va après entamer une action publique. C'est lui qui va décider, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va plus loin sur la procédure? Et cetera, et cetera. Alors vous imaginez bien que s'il y a un gendarme qui travaille sur 50 procédures à la fois, on va pas finir grand-chose. Une procédure, c'est des convocations à faire, des entretiens à passer auprès des victimes, auprès des potentiels suspects, et cetera, et cetera. Donc c'est pas mal de choses, c'est de récupérer, réunir des preuves. Donc ça peut être très, très long une procédure. Donc évidemment, travailler sur 50 procédures à la fois, c'est chaud. Et surtout, le travail, il va pas être fait correctement. Et ça, le problème, c'est que si une procédure est pas faite correctement, si elle est pas instruite correctement, ça risque de faire sauter la procédure. Et une procédure, ça peut prendre plusieurs mois, voire des années à instruire. Vous imaginez avec des enquêteurs sur le terrain. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe à la clé? La potentielle relaxe d'un potentiel criminel, je serais tenté de dire. Donc là, c'est dommage. Une procédure qui est déboutée, c'est des mois, des années de travail pour, au final, jamais retrouver la personne ou au contraire qu'elle s'en sorte, blanchie, donc tranquille, quoi. Et moi, j'en ai vu beaucoup des procédures se faire débouter. Donc, pour garder un minimum de qualité, on limite au maximum le nombre de procédures qui sont instruites par un gendarme. Et en fait, dans les organisations, c'est pareil, hein. Limiter le WIP, je pense que c'est pas nouveau pour vous, mais limiter le nombre de produits, limiter le nombre de projets, limiter le nombre d'items, peu importe, sur lesquels les équipes travaillent en même temps. On peut pas être vraiment réellement concentré et productif quand on gère plusieurs choses à la fois, quand on est sur plusieurs produits à la fois, quand on est dans plusieurs équipes à la fois. Et même au sein des équipes, c'est important que les équipiers, puissent diminuer le nombre d'items sur lesquels ils travaillent. Parce que non seulement ça diminue la collaboration, mais ça diminue aussi l'efficience et la productivité de l'équipe. Donc, ça, c'est important d'être attentif à ça. Et puis, un autre tort qu'on voit souvent, c'est des managers qui veulent à tout prix occuper des ressources, et je mets des gros guillemets autour de ressources, parce que je déteste ce mot, mais c'est le nom que j'entends de la bouche de ces personnes-là. Il faut occuper les ressources, hein. Mais bon, ce qui compte derrière, c'est finalement la valeur qui est livrée. C'est la qualité qui est délivrée pour satisfaire les utilisateurs, pour satisfaire les clients. Donc vraiment, dans la mesure du possible, dédier une personne à une équipe et dédier un produit, enfin, dédier une équipe à un projet ou un produit. Relativisons et osons. Bah, je serais tenté de dire que c'est quasiment la conclusion, si ce n'est la conclusion. Vous aurez compris en fait que la gendarmerie, c'est un peu comme le SAV de la société. On est confronté à des gens dans des situations difficiles, qui vivent souvent des moments pénibles, et puis en général, bah, on appelle qui? On appelle la gendarmerie. Et quand tout va bien, on appelle qui? Bah, on n'appelle pas la gendarmerie. Donc pour faire ce métier, il faut avoir les épaules solides et surtout, il faut avoir un état d'esprit assez agile. Mais l'important, c'est quand même de tirer des enseignements des situations difficiles. Parce que dans chaque décision, dans chaque situation, il y a moyen d'en sortir toujours quelque chose de positif. Et surtout, on apprend assez rapidement à relativiser. Et c'est peut-être le mot que je retiendrai de mon expérience, relativiser. Les liens que j'ai faits entre mes expériences de gendarmerie et l'agilité ont clairement pas le même niveau d'enjeu, ont clairement pas le même niveau de risque. On l'a vu, hein.
Et puis, vous remarquerez que la seule valeur dont j'ai pas parlé en gendarmerie, c'est le droit à l'erreur. Parce que quand on est gendarme, on a rarement le droit à l'erreur. Et pour moi, ce sera la principale différence avec l'agile. On a l'habitude de dire fail, learn, succeed, fail fast, enfin tout un tas de choses. Parce qu'une erreur chez un gendarme, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Mais vous n'êtes pas chirurgien, vous n'êtes pas gendarme. Vos erreurs n'auront normalement pas de conséquences tragiques. Alors n'ayez pas peur de tester des choses. N'ayez pas peur de faire vos expériences, bref, d'oser. Et d'ailleurs, je finirai en citant Georges Clémenceau, qui a été ministre de l'Intérieur il y a un moment, qui a dit: «Ne réussissent que ceux qui osent oser». Donc surtout responsabilisez, faites confiance à vos collaborateurs, vous le regretterez pas. Parce que si la gendarmerie en est capable, bah, vous en êtes aussi capable.